Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Carcassonne, 100 mètres et Cochon. Salut la famille et bienvenue à Annecy où je suis pour suivre le Festival international du film d'animation. C'est la deuxième année consécutive qu'Animedia est présent à Annecy et je suis super content, d'autant que pour cette année, je suis présent tout simplement du début à la fin du festival. Et cette fois, je vais le dire dès le début, suivez-moi partout, que ce soit en podcast, sur les réseaux sociaux, Blue Sky, mais surtout Instagram, TikTok et YouTube, où en plus de vous proposer un épisode de podcast par jour à partir d'aujourd'hui mardi et jusqu'à dimanche, vous aurez aussi le droit à des vidéos courtes qui récapitulent aussi ma journée, et puis un tas de stories, de photos, de vidéos pour vous présenter tout simplement tout ce que je vais faire pendant cette semaine, et il y aura du lourd. Le programme est très chargé. Pourquoi ? Tout simplement parce que Annecy, c'est le plus gros festival du cinéma d'animation au monde et il fait même partie des plus gros festivals de cinéma tout court. Si vous voulez, en gros, il y a Cannes, Venise et puis Berlin, Sundance, mais Annecy fait partie au moins du top 5, voire du top 3 au monde. On m'a parlé de 18 000 accréditations qui auraient été données cette année. C'est colossal. Le festival ne fait que grandir d'année en année. Et déjà, j'ai pu me rendre compte depuis mon arrivée dimanche après-midi, il y a du monde, il y a beaucoup de monde à Annecy, puisque c'est là où se réunissent à la fois les professionnels, comme dans tout festival de cinéma, il y a un marché du film, mais aussi beaucoup d'étudiants, de passionnés, de gens qui sont là tout simplement pour voir du cinéma d'animation sous toutes ses formes, puisque le festival regroupe énormément de choses. Bien sûr, il y a des films en compétition, que ce soit côté long métrage ou court métrage, puisqu'il y a une grosse tradition à Annecy autour du court métrage et puis dans l'animation d'une manière générale. Et puis en dehors de ça, il y a aussi des séances événements, des avant-premières, des working progress, où certains réalisateurs, certains studios viennent présenter des films qui ne sont pas encore complètement terminés. On a aussi des expositions, des séances de dédicaces, des masterclass, bref, il y en a pour tout le monde, des séances de 8h30 le matin à 23h le soir, des projections en plein air ouvertes également à tous, de la VR, bref, c'est le rendez-vous incontournable de l'animation, je l'ai dit, sous absolument toutes ses formes. Et puis voilà, je vais essayer de vous raconter ça du mieux possible, en tout cas de vous raconter mon expérience à moi, comment je vais vivre cette semaine. Je peux d'ores et déjà vous le dire, il y a 10 films en compétition long métrage cette année. J'ai prévu de tous les voir d'ici à samedi et la remise des différents prix. Je vais donc pouvoir vous en parler. Et puis voilà, on attaque tout de suite puisque ma première journée de lundi a été très chargée. Mais avant ça, une petite bande-annonce. Welcome to the International Animation Festival of Annecy. And here with me to celebrate animation is everyone. Batman. What's up, Doc? Huh? What do you mean the animators can't animate? Oh, they're all living it up at the festival, huh? You know what? This won't stop us having fun because I'll animate it all myself. Mon festival à moi a démarré ce lundi, mais il avait déjà commencé dimanche avec notamment une masterclass signée Michel Gondry. Alors je ne vais pas pouvoir vous en parler puisque tout simplement mon train n'était pas encore arrivé, sinon je serais allé y faire un tour. L'an dernier c'était Terry Gilliam qui avait été mis à l'honneur, cette fois c'est Michel Gondry qui sort notamment ce mois de juin la suite de son film Maya donne-moi un titre, qui s'appelle tout simplement Maya donne-moi un autre titre,
Michel Gondry, c'est une référence du cinéma live, mais c'est aussi quelqu'un qui adore les effets pratiques et qui a pas mal pratiqué l'animation, que ce soit pour ses clips ou pour ses longs métrages. Et ensuite, il y a eu la traditionnelle cérémonie d'ouverture dimanche soir, pour laquelle je n'ai malheureusement pas eu d'invitation, mais je me suis rattrapé en allant voir dès ce lundi matin les 5 courts-métrages qui ont été présentés. Oui, parce que pour une fois, et j'ai l'impression, c'est ce qu'on m'a dit encore une fois, que c'était une première, ou en tout cas si ce n'était pas une première, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à Annecy, à savoir de présenter non pas un long-métrage en ouverture, mais bien 5 courts-métrages. Et franchement, je trouve l'idée géniale et je trouve qu'elle coule de source, en fait, comme toutes les idées qui arrivent tardivement. On se demande comment elles sont pas arrivées avant et ça nous semble l'évidence même de mettre en évidence pour une cérémonie d'ouverture tout ce qui fait la diversité du cinéma d'animation, que ce soit à la fois sur le fond ou sur la forme, puisque là, les 5 courts-métrages dont je vais vous parler brièvement, ils ne pourraient pas être plus différents, c'est-à-dire à la fois dans la technique qui est utilisée, mais aussi dans le ton, dans ce qu'il raconte. Et j'espère vraiment que le festival va garder cette habitude-là, plutôt que de mettre en avant un film en compétition, comme ça avait été notamment le cas l'an dernier. Alors je vais passer un petit peu plus brièvement sur ceux qui m'ont quand même un petit peu moins marqué, et c'est le cas notamment d'un court-métrage français qui s'appelle La vie avec un idiot. Alors pourquoi ça m'a un petit peu moins marqué? Parce que ce soit au niveau du ton global comme de l'animation, j'ai trouvé ça globalement assez austère, assez violent presque même dans son approche, puisque on a un trait qui est très justement crayonné, dessiné et assez nerveux, avec un montage très très nerveux, des fondus enchaînés. C'est assez impressionnant à voir, mais c'est assez agressif, j'ai trouvé à l'œil, et l'histoire en elle-même reproduit ça, puisqu'on suit la trajectoire d'un personnage assez détestable qui, en guise de punition, va devoir accueillir chez lui ce qu'on appelle un idiot qu'il va choisir dans ce qui ressemble à une prison, et il va devoir l'héberger chez lui. Et on va comprendre, sans trop vous en dire non plus, que c'est peut-être la représentation d'une deuxième de ses personnalités. Peut-être que ce personnage en question n'est pas très bien dans sa tête, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une fin qui ne peut pas être heureuse dans ce genre de situation. Je dois reconnaître que techniquement, c'est encore une fois impressionnant, c'est plutôt abouti, mais j'avoue que ça m'a pas spécialement parlé plus que ça. Mais c'était un petit peu la seule note discordante, on va dire, pour moi sur cette sélection-là, puisque derrière, on avait notamment en ouverture un film en stop motion canadien qui s'appelle La jeune fille qui pleurait des perles, où là, on est vraiment sur de l'animation image par image avec des marionnettes. Alors des personnages qui ne parlent pas ou ne s'expriment pas, on est sur une histoire qui est racontée en flashback, et on a 2 personnages qui parlent en bougeant la bouche et tous les autres qui sont muets et qui ne s'expriment que par la voix off du personnage, ce qui est quand même un procédé assez classique en animation, puisque vous le savez peut-être, mais animer des bouches et faire parler des personnages d'animation, eh bien c'est difficile, ça prend du temps et donc forcément ça coûte très cher. Et là on est sur une sorte de fable où ce personnage assez âgé raconte à sa petite fille comment il a rencontré, lorsqu'il était sans abri, lorsqu'il vivait à côté d'un appartement où vivait une famille, il a rencontré une jeune fille qui, la nuit, pleurait, et donc ses larmes se transformaient en perles qu'il allait ensuite échanger à un prêteur sur gage cupide pour essayer de récupérer de l'argent, s'extraire de sa condition. Mais on va se rendre compte que derrière cette histoire se cache justement une réalité peut-être un petit peu différente. Peut-être que ce grand-père, il affabule un petit peu, histoire de raconter une histoire à sa petite fille. C'est quand même assez touchant, assez beau, avec une très belle musique également. Ça rappelle quand même que la stop motion n'a pas son pareil, je trouve, pour faire passer des émotions dans ce genre de cas. Vraiment une très très belle pépite. Mais on va encore monter un cran au-dessus avec 9 Million Colors, qui pour le coup est un film tchèque, norvégien et allemand. Et là on est sur un court-métrage muet, également en stop motion, et c'est la rencontre, l'histoire d'amour sous l'océan entre une crevette bariolée qui elle voit le monde de manière bigarrée, chamarrée, avec justement une myriade de couleurs, et qui tombe amoureuse d'un poisson aveugle, pour le coup tout blanc, donc vraiment l'exact opposé, qui elle voit le monde
en noir et blanc, ou en tout cas très très mal, et leurs deux visions du monde vont se confronter jusqu'à arriver à un dénouement qu'on imagine, mais extrêmement beau, extrêmement touchant. C'est à la fois drôle, un petit peu perché. On a aussi des crabes qui aiment bien jouer des castagnettes ou qui aiment bien construire des petits édifices sous l'eau en rythme. Enfin, tout ça donne quelque chose de très rafraîchissant, d'hyper original. Enfin, vraiment, c'était une de mes grosses surprises, sinon la grosse surprise de cette sélection. Mais mon petit préféré, c'est un court-métrage français qui mélange absurde et comique de répétition. Autant vous dire que c'était 100% pour moi. Il est réalisé par Marjorie Cope et Olivier Hérault et ça s'appelle Carcassonne Acapulco. Déjà, c'est vous dire que le parti pris est un petit peu loufoque puisque on est exclusivement dans la cabine d'un avion qui fait la liaison entre Carcassonne et Acapulco. Jusqu'ici, tout est normal, bien sûr, avec le pilote, le copilote et l'hôtesse de l'air qui sont confrontés à une situation absurde, à savoir, il y a un homme qui tape à la porte de l'avion. Est-ce qu'on lui ouvre? Est-ce qu'on lui ouvre pas? Tout ça dure pendant 15 minutes avec une situation complètement improbable et des dialogues qui le sont tout autant. C'est en plus de ça de la stop motion, mais toute mignonne, adorable, avec des personnages en laine, une tonne d'accessoires. Allez voir sur le compte Instagram de Carcassonne Acapulco où vous avez quelques images, quelques vidéos du making-of. C'est à tomber de mignonitude. J'ai déjà cliqué sur le vote prix du public, voilà, même si je n'ai pas encore vu tous les courts-métrages en compétition, loin de là, mais celui-là, je lui donne mon vote tout de suite, c'est validé. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, et je vous le recommande chaudement, le film est actuellement disponible sur France TV gratuitement. Je vous mettrai le lien en description. Ça fait partie d'une sélection de courts-métrages et de longs-métrages qui sont disponibles sur France.tv pour rendre hommage au cinéma d'animation. Il y a en tout 9 courts-métrages et 3 longs-métrages qui sont disponibles donc gratuitement. On ne le répétera jamais assez, hein. Certains sont en compétition cette année, d'autres l'ont été les années précédentes. Et également Arte, comme d'habitude, a lui aussi fait sa propre sélection de courts-métrages principalement, là encore, de cette année, des années précédentes. Ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour et surtout c'est gratuit. Mais là, en ce qui concerne Carcassonne Acapulco, vraiment jetez-vous dessus une fois cet épisode terminé. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Ça va marquer ma semaine, c'est une évidence. Et je terminerai pour cette sélection de 5 courts-métrages, même si ça n'a pas forcément été mon préféré. C'était quand même le plus attendu en ce qui me concerne. C'était étonnant même de le retrouver là. C'est l'épisode Black de Star Wars Visions qui fera partie de la saison 3 qui sortira le 29 octobre prochain sur Disney+. Donc là, autant vous dire que le voir sur cinéma, c'était une vraie chance. Et pour le coup, cet épisode, il est exceptionnel à quasiment tous les niveaux. Je pense que je n'avais jamais vu Star Wars montré sous cet aspect-là, que ce soit visuel ou musical. L'image et le son étaient à la fois en adéquation, mais à la fois discordants, ce qui donnait quelque chose de très étrange à l'œil. Il y avait un côté presque trance, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on oublie un peu ce qu'on est en train de regarder, on perd un petit peu le fil de ce qu'on est en train de regarder, c'est quand même le reproche que je lui donnerais. C'est là encore un film muet qui est vraiment rempli uniquement par la musique et les cris, les borborigmes de certains personnages. Ça se passe en gros, pour vous donner une petite idée du contexte, pendant l'attaque de l'étoile de la mort à la fin de l'épisode 6, et où on a 2 Stormtroopers qui s'affrontent ou qui seraient la même facette d'un seul personnage et qui vivent différentes péripéties pendant qu'autour d'eux, tout est en train de se désagréger et en même temps, on part dans des phases très oniriques, très poétiques, proches du rêve même, où on part dans des flashbacks. Enfin, ça mélange énormément de choses. C'est à la fois très compliqué à décrire. Même pendant qu'on le voit, on n'est pas tout à fait sûr de savoir ce qu'on est en train de regarder. Je trouve ça hyper audacieux d'avoir tenté ça avec du Star Wars, de savoir qu'on peut se permettre ce genre de parti pris encore aujourd'hui avec du Star Wars. Il faut dire quand même, et pour terminer sur ce premier segment, que l'épisode n'est pas réalisé par n'importe qui. C'est monsieur Shinya Ohira
qui est à la barre et son nom vous dit peut-être rien. Et pourtant, si vous regardez son CV, il a travaillé avec absolument tous les plus grands, de Katsuhiro Otomo sur Akira à Hayao Miyazaki sur notamment Porco Rosso, Le Voyage de Chihiro, Masaaki Yuasa sur quelques épisodes de la série Ping Pong, ou encore Shinichiro Watanabe sur son segment pour The Animatrix. Shinichiro Watanabe, le papa de Cowboy Bebop quand même, donc c'est quelqu'un qui a traversé comme ça l'animation japonaise, qui a travaillé sur énormément de projets cultes, connus et reconnus aujourd'hui. Et rien que cet épisode-là, ça donne une idée de son style complètement surréaliste, complètement barré. Ça peut donner des avis assez tranchés, je pense. On adore ou on rejette complètement. Moi, j'avoue que je suis un petit peu entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, je m'en souviendrai et c'est d'ores et déjà, je pense, un des moments marquants de ma semaine. Donc tout ça pour vous donner un ordre d'idée, c'était quand même ce matin, hein, assez tôt. J'en ai pris plein les yeux pendant quasiment 1 heure et demie avec 5 courts-métrages hyper différents. Je suis allé me reposer dans un dôme 360 qui est posé juste à côté du pâté à Annecy sur une place où on est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvé allongé sur un coussin à regarder un écran qui faisait défiler des programmes pensés pour un écran 360 projeté sur un plafond. Il y avait des choses assez étonnantes, d'autres qui étaient générées par IA, ça se voyait. On sentait que c'était les projets qui étaient quand même le moins aboutis, qui n'avaient pas grand-chose à proposer. C'est un peu compliqué quand même, je trouve, de proposer ce genre de programme au milieu d'œuvres pensées par de réels artistes. C'est là où le Festival d'Annecy est un petit peu ambivalent, c'est-à-dire que d'un autre côté, quand on parle d'animation aujourd'hui, on est un petit peu obligé de traiter le sujet de l'IA, ou en tout cas de l'aborder d'une manière ou d'une autre. Il y a notamment plusieurs tables rondes, plusieurs rencontres, débats autour de ça, mais d'aller jusqu'à proposer des programmes, des courts-métrages qui ont été faits entièrement par IA, quand on connaît la crise que traverse le cinéma d'animation aujourd'hui, je trouve ça un petit peu osé, voire déplacé. Et d'ailleurs, il y a même des collectifs qui vont se réunir pour promouvoir le travail humain plutôt que celui d'intelligence artificielle. Donc c'est un sujet qui fait partie intégrante aujourd'hui du cinéma d'animation et du Festival d'Annecy. Je n'ai pas forcément prévu ni trouvé le temps d'aller à ces rencontres, à ces tables rondes, mais bien sûr, je vous en parlerai si d'aventure cela venait à faire irruption dans ma semaine. Tout ça, c'était pour ce matin. C'était quand même assez chargé, comme vous pouvez le voir. On attaque tout de suite la suite. Et la suite, c'était Hyakuemu, ou de son titre international 100 Meters, 100 mètres en bon français. Et pourquoi? Tout simplement puisque c'est un shonen slash seinen, je dirais, un film d'animation japonais qui traite de la thématique du 100 mètres en athlétisme à travers les deux personnages de Togashi et de Komiya, des amis qui vont devenir rivaux à travers les âges autour de la compétition du 100 mètres, que ce soit dans les compétitions au collège, au lycée, et puis ensuite du championnat national du Japon. Là où c'est intéressant, puisqu'a priori on est sur un shonen, ou en tout cas ce qui ressemble à un shonen de sport assez classique, mais attendez, puisque ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Déjà, puisque c'est une adaptation du manga de Uoto. Et Uoto, qui c'est? Eh bien, c'est un très très jeune mangaka qui n'a que 27-28 ans, mais qui s'est déjà fait connaître, eh bien, d'abord pour 100 Meters, mais aussi pour Du Mouvement de la Terre, qui a été adapté lui aussi en animé et qui fait grand bruit dans le monde de l'animation japonaise. Et puis enfin, cette adaptation, elle est signée Kenji Iwaisawa, qui est le réalisateur de Ongaku Notre Rock, qui est un petit film d'animation qui est relativement passé inaperçu, puisqu'il est sorti chez nous, je crois, en 2020-2021. Donc autant vous dire que c'était pas à l'époque où on se ruait en salle, que j'ai rattrapé moi quelques années plus tard, et c'était un super film
sans prétention, avec un style hyper particulier et qui racontait l'histoire une espèce de loupard du lycée qui tout d'un coup se prenait de passion pour le rock et montait un groupe de rock avec un pote à lui à base de juste une basse, une batterie. C'était avec un style et un trait hyper minimaliste pendant tout le film et c'était conclu par une séquence à la fin de concert qui était absolument prodigieuse. Et pour le coup, ce ton, en tout cas ce trait caractéristique de Iwaisawa, on le retrouve complètement dans 100 Meters, qui va plus mettre en avant une question simple, à savoir pourquoi courir, pourquoi faire ce qu'on fait, pourquoi s'acharner à toujours courir cette même distance, le 100 mètres, qui est à la fois la distance reine de l'athlétisme, mais aussi la distance la plus courte qu'on peut courir, c'est un sprint, une ligne droite est terminée et les personnages vont quand même y dédier toute leur vie, toute leur capacité physique. Tous n'ont pas les mêmes raisons de le faire, mais tous se posent à un moment donné cette question: pourquoi faire ça? Pourquoi continuer? Pourquoi s'évertuer? Pourquoi dédier sa vie entièrement à cette distance? Et tous ont leur réponse et c'est en ça que c'est hyper intéressant. C'est en ça, pour moi, que ça dépasse le simple shonen. Déjà parce que on prend les personnages au collège, on les suit au lycée et déjà au moment où on arrive au lycée, le trait change, la 2D change, l'animation change et on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus proche de la rotoscopie, avec des mouvements qui font beaucoup plus travailler, beaucoup plus naturels, comme si les personnages au collège n'étaient pas tout à fait terminés dans leur animation, dans leur capacité corporelle. Et puis déjà, une fois arrivés au lycée, on sent qu'ils ont transcendé ça, qu'ils ont grandi, qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens et de leur corps. Et ça se poursuit ensuite, parce qu'on a une grosse ellipse à un moment donné, et on les retrouve des années plus tard, avec des trajectoires forcément différentes, mais ils vont tous se retrouver, évidemment, c'est le schéma classique malgré tout, dans une dernière grande compétition où là, les destins vont bien évidemment se croiser et se confronter. Et en ça, vraiment, ça m'a surpris, parce que sans connaître le matériau de base, j'avais cru comprendre qu'il y avait une petite touche en plus qui dépassait encore une fois le simple cadre du manga, de l'animé de sport. C'est complètement le cas. Ça m'a donné vraiment envie de me pencher sur les mangas d'origine. En ce qui concerne l'adaptation en film, elle est prévue pour le 19 septembre 2025 au Japon. Donc il faudra sans doute attendre un petit peu pour le retrouver en France. Je serais surpris quand même si le film n'avait pas du tout d'exploitation en salle. Je vous conseille vraiment de le surveiller. Ça va vraiment plus loin que son sujet de base. On a quand même une structure traditionnelle avec d'un côté Togashi, le naturel, on va dire, celui qui est naturellement bon, qui a l'air de ne pas faire d'efforts et qui surpasse tout le monde. Et à l'inverse, Komiya, qui est lui le besogneux, qui fait énormément beaucoup penser à Naruto parce que il tombe, il se fait mal, il n'a pas de moyens, il court avec des chaussures complètement destroy. Et à force de répéter, de s'acharner, il parvient à se transcender et à devenir vraiment un sérieux compétiteur. Mais comme on les suit vraiment pendant des années, ils ont le temps d'évoluer énormément, leur discours va changer. Il y en a un qui est en perpétuelle quête de sens, l'autre qui court juste après les records, après la performance, mais qui au bout d'un moment arrive à se demander mais pourquoi je fais tout ça? Et là où le film est assez intéressant, c'est que on ne cherche pas à nous mettre en avant les chronos, les temps. On est vraiment sur une question de performance, mais individuelle pour les personnages et pour l'idée de se transcender. Il y en a un autre qui court uniquement pour ressentir le frisson de l'adversité, de la rivalité. À partir du moment où il arrive tout en haut et où il n'y a plus personne qui est à son niveau, ça l'intéresse plus, il perd complètement sa motivation. Et tout ça, voilà, ça pose la question de pourquoi, là en l'occurrence c'est de l'athlétisme, c'est du 100 mètres, mais ça pourrait être la même chose pour n'importe quelle discipline, ça pourrait être la même chose pour n'importe quelle passion dans la vie, des questionnements existentiels posés par des lycéens de 14-15 ans. Au début ça peut un peu désarçonner et puis quand le film arrive dans sa dernière partie, ça prend, je trouve, quand même tout son sens. Donc voilà, Yakuemu, vraiment vraiment à surveiller. Je ne sais pas s'il sera exploité sous son titre japonais, sous son titre international 100 Meters, mais là encore à mettre sur vos radars. Things aren't always what they seem, Lucky, and I'll help you decide what's right. I'm proud of you, kid, of all of us, you know? I'm proud of what we have done. It is pretty amazing. All of us working together. Oh, yeah, sure. No, I get it. All animals are equal.
very much so, you know? But, you know, ultimately, pigs kind of got to stick with pigs, you know? And cows got to stick with cows, chickens with chickens. And I guess what I'm saying is, ever since I saved you back in the rebellion, I feel like we have like a special bond, you know? Almost like a father-son thing. Is that crazy? No, Do you feel that at all? I feel the same way. Et enfin, j'ai eu la chance de terminer cette première journée par une séance événement dans la grande salle de Bonlieu, qui est vraiment le centre névralgique, le cœur du Festival d'Annecy, avec cette grande salle gigantesque où se retrouvent justement les plus gros événements du festival. Et celui-ci en était un, puisque c'était l'avant-première mondiale de Animal Farm, le premier film d'animation de Monsieur Andy Serkis. Donc ni plus ni moins que Gollum, King Kong, César de la planète des singes. Bon, il a aussi réalisé Venom 2, mais ça, on lui pardonne. L'éternel grand pote de Peter Jackson, un pionnier vraiment dans tout ce qui est motion capture, effets spéciaux, et qui donc là, voilà, réalise enfin son premier film d'animation produit par Aniventure et Imaginarium. Et il était là, évidemment, sur scène. Il était déjà présent l'an dernier. Il est revenu cette année. Et pour notre plus grand plaisir à tous, il était évidemment accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Et en plus de ça, il fait évidemment les choses bien. L'opération séduction a fonctionné à merveille, puisqu'il nous a donné un petit discours quand même en français, dans un français pas dégueulasse. On sent qu'il avait plutôt bien travaillé avant de basculer ensuite en anglais, où il a tenu à préciser, et on sent voilà l'humilité et le professionnalisme du gars, c'est-à-dire de présenter toute son équipe, à quel point c'est un projet qui a été long à germer, qui a été pensé pour la première fois en 2011 pendant la production de l'un des films de la trilogie La planète des singes. Le film est d'ailleurs coproduit, c'est marrant, par Matt Reeves, qui est un des artisans de cette trilogie reboot La planète des singes, mais qui a mis énormément de temps à se faire. Et au final, il se présente sur le papier avec quand même pas mal d'arguments pour lui, à commencer par un casting assez dingue, puisqu'on a Seth Rogen en personnage principal, Gaten Matarazzo, qui est un des enfants de Stranger Things, Kieran Culkin, donc le frère Culkin que vous avez vu dans Succession, dans A Real Pain, Jim Parsons qui est Sheldon dans The Big Bang Theory, Woody Harrelson qui est aussi à la production d'ailleurs, Steve Buscemi, Glenn Close et même Andy Serkis qui est double un personnage lui-même. Donc bref, du très très beau monde, vraiment un gros casting hollywoodien pour ce qui est donc Animal Farm. Vous avez sans doute compris, une adaptation de La ferme des animaux de George Orwell, qui est quand même un bouquin qui a été multiplement adapté, retravaillé, analysé, décortiqué dans tous les sens. Je crois l'avoir lu. Si je l'ai lu, ça fait quand même un moment. De mémoire, c'est un roman qui est quand même assez court, donc qui se lit assez bien, qui est assez digeste. Une métaphore de la situation dans l'Union soviétique autour de la Seconde Guerre mondiale. On a des ponts très très clairs qui ont été présentés à la fois par Orwell et à la fois décortiqués. Des personnages qui représentent des figures de leur époque. Adolf Hitler, Winston Churchill, Franklin Roosevelt. Donc une œuvre éminemment politique, difficile de faire plus politique même, puisqu'on parle de soulèvement, en l'occurrence des animaux, contre les humains. Et parmi ce clan d'animaux-là va s'émerger une caste qui très vite va dominer les autres, à savoir celle des cochons, et qui va finalement reproduire le système qui avait été mis en place quand les humains dominaient les animaux. Donc c'est l'idée de perpétuation de ce système-là, de cette domination, de la manière dont les règles sont perverties, dont le peuple finit toujours par être soumis à une puissance supérieure. Tout ça a bien évidemment été gardé dans le film. C'était complètement le propos voulu par Andy Serkis, qui a d'ailleurs glissé une petite phrase à la fin du générique qui dit que ce film est dédié à tous ceux qui sont oppressés, mais dont le moment va finir par arriver, et à tous ceux qui oppressent, dont le temps va finir par s'achever et rapidement. Donc il a gardé évidemment tout ça, mais avec une grosse dose de modernisation, et c'est peut-être là pour moi où j'ai eu un petit peu plus de mal, ou disons que pour moi ça allait un petit peu trop loin, où on est complètement dans une relecture contemporaine. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, le corbeau du livre
vivre est ici remplacé par un drone. La ferme voisine est en fait une grande corporation qui mélange à la fois Amazon, Apple, Tesla, puisqu'on a carrément une genre de reprise du Cybertruck. On est dans un environnement ultra moderne. Les cochons, quand ils vont commencer à prendre leurs aises et avoir des envies de grandeur, ils vont s'acheter des vêtements de luxe, des montres en or, des lunettes de soleil, ils vont rouler dans une espèce de Lamborghini rouge. Enfin, on est sur une relecture complètement moderne. Il faut adhérer à tout ça. Le personnage se rêve même en genre de rappeur qui va faire des concerts devant des milliers de personnes. Ça twerk, qui a des smartphones, on se filme, etc. Enfin, c'est tout ce que vous pouvez imaginer du monde moderne, mais avec des cochons, avec des animaux. Donc, il y a quand même un certain décalage. Tout ça avec une 3D qui est quand même assez générique, qui trouve jamais vraiment complètement son ton, son style, avec une DA, je vais pas dire inexistante, ce serait un petit peu méchant, mais justement, encore une fois, un peu trop conventionnel, un peu trop lisse et avec des moments qui fleurent quand même le mauvais goût, quoi. Je vous ai parlé de tous ces délires à base de smartphones et de grosses bagnoles et de piscines. On nous refait un genre de projet X aussi à un moment, il y a une grosse soirée où ils mettent la musique à fond, machin. C'est, je trouve, quand même un petit peu décalé. Je comprends l'idée de moderniser l'œuvre, encore une fois, de faire en sorte qu'elle s'adresse à un nouveau public, mais la ferme des animaux, quand même, ça prend une métaphore que les enfants sont capables de comprendre. Je pense pas que ni le film, ni le bouquin, ni cette nouvelle adaptation cherchent vraiment à parler à un public très très jeune. Je pense que par le texte, par le sous-texte qui est quand même hyper présent, hyper matraqué, on est déjà de base sur un public ado, voire carrément adulte. Et donc, disons que les petites blagues à base de regarder comment comment le personnage il est tombé, les ralentis sur des énormes cochons qui se cassent la gueule, etc. Je suis pas sûr que c'était bien nécessaire et je suis pas sûr que c'est ce que un public de mon âge comme moi qui connaît le matériau de base serait vraiment allé chercher. Donc voilà, je crois que j'ai pas forcément envie d'en dire beaucoup plus. Le film est pour l'instant toujours prévu à 2025 sans date de sortie précise, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. C'est clairement un film de son temps qui évidemment rappelle énormément de choses qui se passent dans notre monde contemporain. J'ai parlé de Amazon, Tesla, Apple, Napoléon, le cochon, chef des cochons. C'est évidemment du Trump tout craché et c'est vrai qu'on commence à en avoir quelques-unes maintenant, des figures de Donald Trump dans la fiction américaine. Est-ce que ça apporte encore grand-chose ? Eh bien, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après tout, c'est un récit qu'il n'est jamais inutile de rappeler, qui a désormais 80 ans. Et pourtant, on commence à encore voir des éléments qu'on connaît déjà, qu'on pensait derrière nous se répéter. Donc, pourquoi pas ? Après tout, c'est vrai qu'il y a potentiellement la place pour ça. Mais même si je n'en attendais pas forcément grand-chose, mais surtout d'un point de vue visuel, parce que les premières images que j'en avais vues ne me faisaient pas complètement rêver, comme disait Dewey, j'étais quand même un petit peu déçu, ou en tout cas je pensais qu'on allait avoir autre chose, que le film allait réussir à transcender tout ça. De mon côté, ça n'a pas été complètement le cas, mais comme d'habitude, le public d'Annecy a été très très réceptif et très très accueillant pour le film. Il y a évidemment eu un tonnerre d'applaudissements pour Andy Serkis, que ce soit avant ou après le film. Ainsi s'est achevée pour moi cette première journée au Festival d'Annecy, une journée vraiment placée sous le signe de la diversité. Je pense que vraiment, que ce soit entre les 5 courts-métrages ou même les 2 longs que j'ai vus, aucun film, aucun visuel, aucun récit ne s'est ressemblé. Et c'est là où on voit toute la diversité du cinéma d'animation. Et encore une fois, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas le cantonner à un simple genre. C'est vraiment à bannir absolument. Et on va continuer l'exploration du grand monde du cinéma d'animation tout au long de la semaine. Et ça commencera demain avec mes 3 premiers films de la sélection officielle, puisque ce lundi, aucun ne faisait partie de la sélection officielle. Mais là, on va attaquer dans le vif du sujet. Je vous ai dit, j'ai prévu de voir les 10 films en compétition pour pouvoir me faire un avis le plus éclairé possible sur ce que sera le palmarès d'ici à la fin de la semaine. Bien sûr, je vous en reparle dès demain. Voilà, je vous donne pas rendez-vous, une fois n'est pas coutume, à la semaine prochaine, mais bien à demain. Même endroit, même heure sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas évidemment
à vous abonner, à me laisser un maximum de commentaires, à partager ça autour de vous si l'épisode vous a plu. Si vous voulez plus de contenu autour du Festival d'Annecy, vous savez où me retrouver. Ça se passe bien sûr sur mes réseaux sociaux Animedia Podcast et principalement sur Instagram, TikTok et aussi sur YouTube où je vais publier quelques shorts. Et puis si vous êtes un auditeur de ce podcast et que vous êtes sur place, eh bien faites-moi signe et puis on ira trinquer ensemble le long du lac d'Annecy ou bien partager un sandwich à la raclette, puisque oui, même au mois de juin, c'est toujours le moment de prendre des sandwichs à la raclette à Annecy. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode. On se donne rendez-vous à très vite. Ciao ciao.